Bonjour, nous allons continuer notre étude des cycles moteurs aujourd'hui par l'analyse de deux types de cycles thermodynamiques. D'une part, les cycles de turbine à gaz et d'autre part, les moteurs à combustion interne. Alors on repart comme d'habitude du cycle de Carnot, dans le cas du cycle moteur, parcouru dans le sens des aiguilles d'une montre. Et à partir de ces types de cycles, la grande différence du cycle de turbine à gaz par rapport au cycle qu'on a vu la dernière fois, c'est le fluide qui le parcourt. Donc dans le cas des turbines à gaz, le fluide qui le parcourt, comme son nom l'indique, c'est un gaz. Et ce gaz ne subit pas de changement de phase lors de son parcours dans le cycle. Donc on reste en vapeur surchauffée dans le cas de ces turbines. Dans le cas le plus général, le fluide utilisé c'est de l'air ou ses dérivés. On verra tout à l'heure ce que ça peut représenter, mais ça peut être par exemple des gaz brûlés qui contiennent à peu près la même chose que de l'air et qui ont des caractéristiques thermodynamiques suffisamment proches de celles de l'air pour faire cette hypothèse. Mais on peut également trouver des turbines à gaz qui fonctionnent avec d'autres fluides. Donc si on repart sur le cycle de Carnot, on avait vu la dernière fois qu'il était très difficile de le créer physiquement et que donc on allait s'en éloigner pour les applications réelles. Vous voyez ici deux exemples, deux illustrations de turbines à gaz. Et on retrouve sur ces illustrations les composants principaux de celles-ci. Donc on a un compresseur qui est représenté ici ou à cet endroit en fonction du schéma que l'on regarde. Ensuite on a un apport de chaleur qui dans le cas des turbines à gaz est une combustion qui a lieu effectivement à l'intérieur de la turbine elle-même. Mais d'un point de vue thermodynamique, on peut souvent faire l'hypothèse que cet apport de chaleur a lieu par un transfert de chaleur externe. Et le troisième composant, c'est la turbine en tant que telle. Donc la détente entre la chambre de combustion et l'échappement. Et donc cette turbine est à cet endroit-ci ou bien à cet endroit-là en fonction de la représentation. Donc ces trois composants vont permettre de produire du travail mécanique, donc de l'énergie mécanique. Dans ce cas, dans le premier exemple, l'objectif est de mettre en rotation l'axe de la turbine à gaz. Et dans le second cas, il s'agit d'une turbine de moteur d'avion et par conséquent, l'objectif est de donner de l'énergie mécanique à l'avion et pour cela, il faut éjecter de façon très rapide, à très grande vitesse, de l'air de façon à assurer la portance de celui-ci. Donc l'objectif évidemment de la turbine à gaz, comme tous les cycles moteurs, c'est à partir d'un apport de chaleur, qui est ici un apport au niveau de la chambre de combustion, de produire du travail mécanique. Vous avez ici deux autres exemples d'application de ces turbines à gaz. Donc ici, on le retrouve dans le cas d'un compresseur. Donc cette turbine à gaz ici est reliée à un compresseur qui met en circulation les fluides dans un pipeline. Ou vous avez ici une autre application pour la production d'énergie électrique dans le cas d'un groupe électrogène. Donc on retrouve le cycle de turbine à gaz avec combustion de fluides fossiles. Ça peut être du gaz ou ça peut être du fuel. À partir de ce travail mécanique qui est créé, un couplage avec un alternateur permet de produire de l'électricité. Donc ces turbines à gaz peuvent avoir différents types d'applications, des applications mobiles, comme dans le cas des moteurs d'aviation, ou des applications fixes. Le cycle de turbine à gaz théorique, celui que l'on va étudier par la suite, s'appelle le cycle de Brayton, donc au nom d'un ingénieur français. Et on retrouve sur ce diagramme-ci les trois composants principaux, donc le compresseur, la chambre de combustion où on a un apport de chaleur et la turbine.
Et ce qui est intéressant d'observer ici, c'est que le compresseur et la turbine sont reliés par un même axe. Donc mécaniquement, on a une connexion entre ces deux parties et cela va avoir un certain nombre de conséquences sur le fonctionnement du cycle. Donc concrètement, on retrouve l'entrée du fluide, qui en général est de l'air, à pression atmosphérique à l'intérieur du compresseur. Ensuite, donc, on réalise la compression, donc augmentation de la pression du fluide entre l'entrée et la sortie de ce composant. Ensuite, donc, ce fluide, ici de l'air, est mélangé avec un combustible, un fuel quelconque, et la réaction chimique de combustion va permettre d'apporter de la chaleur à cet air pour le monter en température. Donc l'objectif du deuxième composant, ça va être d'augmenter la température du fluide. Et on retrouve la troisième partie, donc la turbine, dans laquelle on réalise la détente de l'air chaud pour ramener l'air jusqu'à la pression atmosphérique. Et cette détente va permettre de produire du travail. Donc concrètement, la turbine va produire une quantité de travail relativement importante, mais immédiatement, par l'intermédiaire de l'axe de rotation, une partie du travail qui est fourni par la turbine alimente directement le compresseur, permet de faire tourner le compresseur, puisque au sein de ce compresseur, le système absorbe du travail. Et finalement, nous en tant qu'utilisateurs, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Eh bien, la résultante de ces deux travaux produits et travaux consommés. Et donc, c'est ce travail récupéré, le travail net, tel qu'on l'a défini jusqu'à présent sur les cycles moteurs. Alors, en général, le fluide qui sort de la turbine à gaz est à une pression proche de la pression atmosphérique, enfin est rejeté à la pression atmosphérique, et à une température supérieure à la température ambiante. Et donc par rapport au cycle de Carnot qu'on a vu tout à l'heure, il manque un composant, il manque le composant de récupération de chaleur ou de rejet de la chaleur vers l'extérieur. Si on voulait boucler le cycle théoriquement, il y aurait ici un échangeur supplémentaire entre cette sortie et l'entrée de nouveau du compresseur. Pourquoi est-ce qu'on ne rajoute pas ce composant? Eh bien parce qu'il n'est pas indispensable au fonctionnement du cycle. Puisqu'on travaille avec de l'air, eh bien c'est relativement facile de prendre de l'air à l'extérieur et de le rejeter à l'extérieur également. Cet air n'étant pas spécifiquement épuré, ne coûtant rien, le principe de la turbine à gaz, c'est de fonctionner en système ouvert, et donc de prélever en permanence de l'air à l'extérieur et de le rejeter à l'extérieur également. L'autre raison pour laquelle on ne boucle pas le cycle, c'est la différence de composition entre l'air qui rentre et l'air qui sort. Si on voulait boucler le cycle, il faudrait que la composition du mélange ou la composition du fluide reste constante dans l'ensemble du parcours. Or, dans le cas du cycle de Brayton, ici, on a une combustion qui a lieu. Et même si la combustion se fait à fort excès d'air, eh bien, on retrouve quand même en sortie des gaz brûlés plutôt que de l'air pur. Et c'est pour ça aussi qu'on est obligé de prélever en permanence de l'air frais, parce que si on rebouclait des gaz brûlés pour les refaire pénétrer dans la chambre de combustion, la combustion n'aurait plus lieu, puisque l'oxygène serait petit à petit consommé. Donc, dans le cadre du cycle de Brayton, on a donc de l'air qui circule en circuit ouvert, et on fait l'hypothèse que dans l'ensemble des composants, compresseur, chambre de combustion et turbine, eh bien, la composition du mélange ne change pas. C'est-à-dire que dans l'ensemble des composants, on garde de l'air, même si dans la réalité, dans la chambre de combustion et la turbine, le fluide, c'est pas de l'air pur. Mais on est avec un excès d'air suffisamment important pour que la proportion de CO2 où la proportion d'un brûlé soit très faible par rapport aux caractéristiques thermodynamiques de l'air, et par conséquent, on considère que les caractéristiques thermodynamiques ne changent pas pour le fluide dans l'ensemble du cycle. Ça permet de simplifier les calculs.
à notre niveau. Bien sûr, plus tard, si vous voulez être plus précis au niveau de l'analyse du cycle, il faudra considérer cette variation de caractéristiques dans les différents composants. Alors, comme je viens de le dire, on passe du cycle de Brighton réel au cycle de Brighton idéal en imaginant qu'on referme le cycle de façon à constituer un cycle fermé en supposant effectivement qu'on n'a que de l'air qui circule. Alors, que de l'air qui circule, je l'ai dit, c'est vrai parce qu'on a un grand excès d'air et donc la composition du fluide qui circule varie relativement peu par rapport à la composition de l'air. Ça reste principalement de l'azote et puis beaucoup d'oxygène finalement. Et on néglige également la variation de débit que l'on a concrètement, puisque ici, au niveau de la chambre de combustion, on rajoute un débit massique de combustible au gros débit d'air qui circule. Mais on peut négliger ce débit supplémentaire de combustible par rapport au débit très important d'air qui circule globalement dans le système. Et donc on suppose qu'on a un débit constant qui circule, une composition constante de notre mélange, et donc on peut boucler ce cycle-là dans le cas où on veut étudier le cycle de Brighton théorique. Dans le cycle de Brighton théorique, on représente également la chambre de combustion comme un apport de chaleur externe. Ici, on ne va pas considérer, on ne va pas étudier ce qui se passe à l'intérieur de la chambre de combustion. Ce qui se passe à l'intérieur de la chambre de combustion, c'est isobare. Vous avez vu des petits schémas qui représentent cette chambre de combustion. C'est une chambre, donc l'ensemble de la chambre est à une pression constante. Et donc, on peut modifier la représentation thermodynamique de la chose et considérer que c'est un échangeur, puisque les échangeurs en thermodynamique sont des composants isobares, dans lequel on a un apport de chaleur comme si cette combustion avait lieu à l'extérieur du système. Pour l'étude thermodynamique du cycle, peu importe que cet apport de chaleur ait lieu à l'intérieur ou à l'extérieur. Ici, on va considérer que c'est un apport de chaleur externe. Et on peut faire la même chose au niveau de l'échangeur de refroidissement. C'est comme si on rejetait de la chaleur vers l'extérieur pour refroidir le fluide de la sortie de la turbine avant son entrée dans le compresseur. Du coup, la représentation thermodynamique dans le diagramme TS de ce cycle de Brighton idéal va comprendre deux transformations isentropes. La transformation qui a lieu dans le compresseur qu'on va supposer adiabatique irréversible et donc isentrope, et la transformation qui a lieu dans la turbine, ici, et une turbine qu'on va également supposer théoriquement adiabatique irréversible, donc isentropique. En plus de ces deux isentropes, dans le cycle théorique de Brighton, on retrouve nos deux isobares, la phase de chauffage entre 2 et 3, comme si c'était un échange de chaleur, et la phase de refroidissement entre 4 et 1, comme si c'était un échange de chaleur. On peut relativement simplement calculer le rendement théorique du cycle de Brighton, donc le rendement du cycle de Brighton parfaitement idéal. On retrouve l'expression qu'on a vue de nombreuses fois du rendement d'un cycle moteur, c'est le travail net sur la quantité de chaleur payée pour faire fonctionner ce cycle. Donc ici, le travail net, c'est le travail global qu'on a pu récupérer sur l'axe de rotation de la turbine à gaz. Et la quantité de chaleur, c'est la quantité de chaleur produite par la combustion que l'on a payée, puisqu'on a dû forcément payer le combustible. Ici, contrairement à ce qu'on a vu la dernière fois, il est impossible de négliger un travail par rapport à un autre. Dans le cas où on est sur une turbine à gaz, on comprime et on détend du gaz. Donc les ordres de grandeur du travail produit par la turbine et du travail consommé par le compresseur sont les mêmes. On est sur les mêmes ordres de grandeur, donc on a interdiction de négliger l'un par rapport à l'autre. Et physiquement, ça se voit très bien, puisque on est sur le même axe de rotation. Mécaniquement, on a un lien direct de l'un par rapport à l'autre, et directement, physiquement, une partie du travail de combustion est prélevée
une partie du travail de la turbine est prélevée pour réaliser la compression du fluide. Donc là, interdiction de négliger un travail par rapport à un autre. Évidemment, le travail produit par la turbine est un travail négatif, alors que le travail consommé par le compresseur est un travail positif, puisqu'il pénètre dans le système. Donc si je raisonne de façon en valeur absolue, je peux transformer cette expression-là en celle-ci, où je mets en évidence les valeurs absolues de l'un moins la valeur absolue de l'autre, et c'est équivalent à cette expression ici de la valeur absolue de la somme des deux. On retrouve ce qu'on a déjà vu précédemment. Vous avez le droit de raisonner soit en valeur algébrique, comme ici, soit en valeur absolue, comme ici. Mais si vous raisonnez en valeur absolue, faites attention aux signes des uns et des autres pour rester cohérent. Dans le cas du cycle, la turbine est un composant qu'on suppose adiabatique irréversible, je l'ai dit tout à l'heure, et par conséquent, quand on applique le premier principe sur cette turbine, on peut exprimer directement le travail échangé en fonction de la variation d'enthalpie du fluide entre l'entrée et la sortie. De la même façon, le compresseur est supposé adiabatique et réversible, on reste sur le cycle de Brayton idéal, et par conséquent, je peux exprimer ce travail de compression par le premier principe en fonction de la variation d'enthalpie. L'échangeur qui existe au niveau de la chambre de combustion, qui remplace la chambre de combustion, lui est sans paroi mobile, c'est un échangeur de chaleur, et donc il n'échange pas de travail avec l'extérieur, et je peux aussi, avec le premier principe, exprimer cette quantité de chaleur en fonction de la variation d'enthalpie du fluide entre l'entrée et la sortie. Donc dans le cas du cycle de Brayton idéal, en régime permanent, avec toutes les hypothèses que l'on a vues, on peut exprimer le rendement du cycle fonction uniquement des enthalpies de l'air dans les différents endroits ou dans les différents points du parcours. L'air, si on est sur ce cas-là, étant un gaz, je peux exprimer la variation d'enthalpie de la forme dH égale CP/dt. Donc je peux directement exprimer les variations d'enthalpie en fonction des températures. Et j'ai oublié de dire quelque chose juste avant, le fait que ici, le débit massique qui apparaît dans chacune des expressions du premier principe, ici, là et là, est le même dans l'ensemble du parcours du fluide, et donc se simplifie ici au niveau de ce rendement. Donc j'exprime les ΔH en fonction des CP ΔT, et donc je vais pouvoir exprimer le rendement du cycle de Brayton idéal en fonction uniquement des températures du cycle. Et donc si je simplifie, j'obtiens cette expression-là. Donc le rendement du cycle de Brayton idéal, là j'insiste sur la notion d'idéalité parce que ce ne sera pas toujours le cas, le rendement du cycle de Brayton idéal ne dépend que des températures aux différents points du cycle, qu'on peut aussi exprimer de cette façon-ci en extrayant les températures T1 et T2 de l'expression. Dans le cas du cycle de Brayton idéal, on vient de faire l'hypothèse d'une transformation isentropique dans la turbine et dans le compresseur. Donc si on est sur des transformations isentropiques et que en plus on suppose que le fluide qui circule à l'intérieur, l'air, est un gaz parfait, on va pouvoir utiliser sur cette transformation isentropique ce qu'on appelle la loi de Laplace, PV puissance gamma égale constante. Si on l'applique non pas sous la forme PV puissance gamma égale constante, mais T fois P puissance gamma sur gamma moins 1 égale à constante. Entre 1 et 2, on retrouve cette expression-ci. Et entre 3 et 4, donc dans la turbine, on retrouve cette expression-là. Et du coup, on peut exprimer le rapport entre les températures en début et en fin de cette compression et de cette détente, fonction uniquement de la valeur du coefficient gamma et du rapport de compression. Ce rapport de compression étant le rapport entre la pression max du cycle et la pression min du cycle. Donc on peut le faire sur la compression entre 1 et 2, on peut le faire aussi sur la détente entre 3 et 4, puisqu'on a la même hypothèse d'isentropicité, et on peut faire la même hypothèse d'air égale gaz parfait. Là je dis on peut faire l'hypothèse d'air égale gaz parfait, c'est une hypothèse simplificatrice qui ne donnera pas des résultats extrêmement précis dans tous les cas. C'est à utiliser avec parcimonie.
Néanmoins, donc, si on se place dans ces hypothèses-là, on a évidemment l'égalité entre P1 et P4, puisque entre 4 et 1, on a un échangeur isobar, et on a l'égalité P2 égale P3, puisque entre 2 et 3, on a un échangeur également isobar. Du coup, on peut, en faisant le rapport entre ces deux expressions-ci, obtenir une égalité très simple entre l'ensemble des 4 températures des points du cycle. À partir de là, on peut exprimer donc très simplement le rendement du cycle de Brayton en fonction uniquement de ce rapport de compression et de la constante gamma dans le cas du gaz parfait. Attention, cette expression-là du rendement de Brayton, à la fois celle-ci et celle-là, n'est valable que dans des hypothèses très simplificatrices de cycle idéal, donc avec des transformations isentropiques et des isobars et du gaz parfait pour celle-ci. Si on se place dans le cas du cycle de Brayton idéal, on a cependant un rendement du cycle, donc ce rendement ici du cycle, qui va ne dépendre que du rapport de compression, gamma étant une constante, que du rapport de compression, et on voit que ce rapport de compression, lorsqu'il augmente, va augmenter également la valeur du rendement du cycle de Brayton. Donc le cycle de Brayton va avoir intérêt, entre guillemets, à fonctionner à des rapports de pression relativement importants pour avoir des efficacités suffisantes. Justement, voici de représenter deux cycles de Brayton idéaux qui sont représentés sur le diagramme température-entropie. Donc ces deux cycles, 1, 2', 3', 4' d'une part, et 1, 2, 3, 4 d'autre part, ont des points communs. On a conservé comme constant le point 1, donc le point d'entrée d'air dans le cycle, qui a priori est à température ambiante, pression atmosphérique. Et on a conservé comme constante dans le cycle la température maximum admise par celui-ci, qui est la température du point 3, température de sortie de chambre de compression, qui est aussi la température d'entrée dans la turbine. Et pourquoi est-ce qu'on a conservé cette température max constante? Eh bien parce que technologiquement, cette température maximum dans le cycle va imposer un certain nombre de contraintes en fonction du choix du matériau qui compose la turbine. Typiquement, il ne faut pas que le matériau soit fragilisé, donc fonde, au-delà d'une certaine valeur. Et donc cette température max, qui est imposée par le matériau que l'on a choisi pour constituer la turbine, peut être considérée comme une constante, une contrainte sur les cycles que l'on va effectuer. Du coup, on a représenté ces deux cycles-là, 1, 2', 3', 4' et 1, 2, 3, 4, en fonction d'un rapport de compression qui est différent. Dans le cas du cycle 1, 2', 3', 4', le rapport de compression R est plus important que dans le cas du cycle 1, 2, 3, 4. Et comme le rapport de compression est plus important, eh bien la température T2' va être plus grande que la température T2, puisque T1 est constant, et R est plus important dans le cas de ce cycle que dans le cas de celui-là. Par conséquent, ce qu'on vient de voir juste avant, c'est que le rendement de ce petit cycle-là est plus important que le rendement du cycle 1, 2, 3, 4. Donc, on aurait tendance à vouloir imposer des rendements de compression très importants, des rapports de compression très importants, mais ça impose aussi un inconvénient majeur qui est, et là on le voit très simplement sur ce diagramme, que l'air qui est décrite par ce cycle ici est visiblement plus petite que l'air qui est décrite par ce cycle-là. Et or, l'air à l'intérieur du cycle est une représentation directe du travail fourni par ce cycle moteur. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le travail massique produit par ce cycle-là est plus petit que le travail massique fourni par ce cycle-ci. Alors, travail massique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on raisonne en puissance, des watts par kilogramme d'air qui circule. Et en général, quand on utilise un moteur, on veut une certaine puissance fournie par le moteur.
Donc pour avoir une puissance donnée, dans le cas où on utilise ce cycle ici, on va devoir faire circuler plus d'air, un débit de fluide plus important, pour obtenir la même puissance que si on fait parcourir au cycle ce travail-là, fournir au cycle ce travail-là. Donc dans le cas du cycle avec les primes, on a un grand rendement, mais on a un débit de matière qui va être plus important, un travail massique plus faible. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement, si on a des débits plus importants, il va falloir avoir un moteur plus massif, donc plus de consommation de métal pour le constituer, plus d'énergie grise, etc., plus d'investissement. Donc on va devoir, lorsqu'on conçoit une turbine à gaz, trouver le bon compromis entre un bon rendement d'une part et une puissance spécifique quand même suffisante pour le cycle et pour le moteur constitué. Dans le cas du cycle de Brayton, comme dans le cas des cycles turbine à vapeur que l'on a vu la dernière fois, on a des non-idéalités. Et les principales non-idéalités ici sont les non-idéalités au niveau des transformations qu'on a supposées isentropiques dans le cas du cycle de Brayton idéal. Dans le cas du cycle de Brayton idéal, on a une isentrope entre 1 et 2s et une isentrope entre 3 et 4s. Dans le cas du cycle de Brayton réel, on va avoir des irréversibilités lors de la compression entre 1 et 2, donc une augmentation de l'entropie entre 1 et 2. Et on va avoir également des irréversibilités dans la turbine, donc une augmentation de l'entropie entre 3 et 4. Et donc de la même façon que ce que l'on a fait sur les machines à vapeur, dans le cas de la turbine à gaz, on va devoir considérer ces non-idéalités avec des notions de rendement isentropique des transformations. Et j'insiste, lorsqu'on est sur des cycles de Brayton réels, on n'a plus le droit d'utiliser les rendements qu'on a vus tout à l'heure qui sont avec les hypothèses du cycle de Brayton idéal. Dans le cas du cycle de Brayton réel, on quantifie le rendement en fonction des enthalpies réelles au point 1, 2, 3 et 4 et pas directement en fonction des températures puisque cette fois-ci on ne peut plus faire cette hypothèse-là. Pour améliorer le rendement du cycle de Brayton, une transformation simple et directe va être de récupérer une partie de la chaleur qui sort avec l'air qui est extrait de la turbine. Donc l'air qui est extrait de la turbine, dans le cas général, il est rejeté vers l'extérieur et il est à température largement supérieure à la température ambiante. Vous avez vu juste avant les rapports des différentes températures. Et donc la température au point 4 est largement supérieure à la température au point 1. Donc la première idée pour augmenter le rendement global du cycle, ça va être de récupérer par l'intermédiaire d'un échangeur de chaleur simple une partie au moins de la chaleur qui est disponible dans ce fluide et qui est, dans le cas du cycle de Brayton théorique, complètement perdue. Donc cette chaleur, on la récupère pour préchauffer l'air avant de l'entrée dans la chambre de combustion. Alors, on fait cette récupération après le compresseur. Pourquoi après le compresseur? Parce que on a vu que le travail consommé dans un compresseur va dépendre du volume spécifique du fluide qui circule. Et plus l'air est chaud, plus son volume spécifique est important. Donc, on a tout intérêt à réchauffer ou préchauffer l'air plutôt à la sortie du compresseur qu'avant, de façon à minimiser le travail consommé par le compresseur entre 1 et 2. Et du coup, si on récupère cette chaleur entre 2 et ici le point qu'on a appelé X, eh bien on va consommer moins de chaleur dans la chambre de combustion entre X et 3. Et si on consomme moins de chaleur entre X et 3, le rendement étant le rapport travail sur Q.C, si Q.C diminue, le rendement global augmente.